Dans les années 1760, les hommes puissants des colonies américaines étaient en péril. Les gens de la classe ouvrière, las de la corruption et de l'intimidation, étaient enfin prêts à se rebeller. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'un leader féroce, prêt à mener la lutte. Mais l'homme qui allait se dresser n'était pas un guerrier. Herman Husband n'avait jamais eu l'intention de diriger une rébellion. En fait, c'était un pacifiste, totalement opposé à l'effusion de sang. Pourtant, ses paroles véhémentes en faveur des travailleurs mirent le vieil Herm dans une situation délicate. Et ce n'était là que la première rébellion. Bienvenue sur Écho du temps, où nous explorons les figures oubliées qui ont façonné l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le destin extraordinaire d'un homme dont les idéaux le mèneront bien au-delà de ses propres convictions. Comment un pacifiste a-t-il pu devenir l'homme le plus recherché de l'arrière-pays de la Caroline du Nord? La réponse, comme souvent, réside dans l'argent. Les riches opprimaient les pauvres, et Herman s'est élevé contre cette injustice. Mais ses paroles ont eu des conséquences bien plus importantes que de simples protestations ou boycotts. Les hommes qu'Herman a inspirés sont descendus sur la capitale coloniale, les armes à la main. Revenons un peu en arrière. Au milieu du 18e siècle, chaque colonie américaine imprimait sa propre monnaie papier. Les incohérences entre les colonies semaient la confusion, et le Parlement britannique souhaitait standardiser le processus. Mais en attendant, le Parlement exigeait que toutes les dettes soient payées en pièces d'or ou d'argent, qui, comme vous pouvez l'imaginer, étaient plutôt rares dans les régions reculées. Lorsque la loi sur la monnaie, Currency Act, fut votée en 1764, le citoyen moyen de l'ouest rural de la Caroline du Nord possédait moins d'un billet de monnaie papier. Et la famille agricole moyenne avait plus de dettes que de revenus annuels. Il était littéralement impossible pour les familles de la classe ouvrière de payer leurs impôts. Et lorsqu'elles ne pouvaient pas payer, des fonctionnaires coloniaux corrompus intervenaient pour les forcer aux travaux forcés et vendre aux enchères leur ferme familiale à de riches hommes d'affaires. Comme si cela ne suffisait pas, le gouverneur William Tryon ajouta de l'huile sur le feu en obligeant les électeurs de l'arrière-pays à payer une capitation pour financer son somptueux nouveau manoir de gouverneur à New Bern. Alors, vers qui les gens pouvaient-ils se tourner pour trouver leur salut en ces temps difficiles? Étonnamment, un riche homme d'affaires, Herman Husband. Herman n'était pas originaire de Caroline du Nord. Né en 1724, dans une riche famille de propriétaires de plantations du Maryland, il acheta 809 hectares, 2000 acres, dans le comté d'Orange, en Caroline du Nord, pour ses entreprises. Il aurait pu simplement ignorer toute cette problématique, car elle ne l'affectait pas personnellement. Mais Herman possédait quelque chose que la plupart des gens autour de lui n'avaient pas, un esprit. Et je ne parle pas d'un esprit d'enthousiasme, à la manière d'un capitaine d'équipe. Je parle du fait qu'Herman Husband croyait que sa conscience était guidée par une connexion directe avec Dieu. Il était convaincu qu'il était de son devoir d'instaurer une utopie équitable sur Terre, quelle que soit l'entité religieuse ou politique qui se dressait sur son chemin. Il est vrai que les convictions spirituelles d'Herman manquaient parfois de nuances. Il était anti-esclavagiste, mais considérait les personnes noires comme incapables de participer à un gouvernement civilisé. Et son comportement impoli envers une femme lui valut finalement d'être exclu de la réunion locale des Quakers. Mais quand l'esprit d'Herman était en éveil, il l'était pleinement. Il voyait les dissidents religieux et les petits agriculteurs de l'arrière-pays comme les personnes idéales pour concrétiser sa vision d'un nouveau gouvernement de liberté. Pour les aider à y parvenir, Herman utilisa ces mots pour porter un coup à la corruption gouvernementale. Mais il ne savait pas à quel point ces paroles seraient dévastatrices. En août 1766, Herman devint la voix de la Sandy Creek Association, une organisation visant à répondre aux difficultés des agriculteurs de la classe ouvrière dans l'arrière-pays de la Caroline du Nord. La première annonce de l'association
rédigé par Herman, invitait les gens à une réunion qui ferait trembler les hommes corrompus au pouvoir. Comme on peut l'imaginer, les hommes visés n'appréciaient guère d'être menacés. Des fonctionnaires locaux, comme Edmund Fanning, un administrateur colonial, refusèrent de rencontrer la Sandy Creek Association pour entendre leurs doléances. Et les avocats refusèrent de représenter le groupe lorsqu'il tenta de porter plainte. Bien qu'Herman ait prêché la patience à ses partisans durant cette période, il leur était difficile de le prendre au sérieux, alors qu'il écrivait également sur le fait de faire trembler les hommes corrompus. En 1768, un groupe d'agriculteurs voisins adopta une position plus agressive, refusant catégoriquement de payer les impôts tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, et avertissant qu'ils n'accepteraient pas la défaite. Herman reconnut ce que cela signifiait, un pas vers la violence ouverte. Malgré ses écrits constants sur la lutte contre le gouvernement, la mentalité de cette nouvelle organisation, prête à tout, le rendait nerveux. Il suggéra que le nouveau groupe adopte un nom moins militant, celui des Regulators, régulateurs, qui mettrait l'accent sur leur objectif de réguler la corruption gouvernementale. Le nom resta, mais le pacifisme, lui, disparut. Le 8 avril 1768, environ 70 régulateurs, armés de gourdins, de bâtons lourds et d'armes à feu, marchèrent pour récupérer un cheval confisqué par le shérif en raison d'impôts impayés. Les choses auraient pu bien se passer s'ils s'étaient contentés de reprendre le cheval, mais ils prirent également le shérif en otage. Les régulateurs le ligotèrent et le firent défiler dans les rues jusqu'à la maison d'Edmund Fanning, où ils tirèrent des coups de feu en l'air avant de rentrer chez eux. Bien sûr, les fonctionnaires du gouvernement n'étaient pas enchantés par cette situation, où un shérif était enlevé et des coups de feu tirés devant la maison d'un représentant colonial. Et leur suspect numéro 1 pour cette attaque violente contre l'autorité était Herman, le pacifiste Husband. Pour être juste, Herman n'était pas présent lors de l'émeute d'avril, mais lorsque cet esprit lui chuchotait à l'oreille et que le grand Herm s'enflammait, ses paroles avaient le pouvoir de pousser les hommes à l'action. Lorsqu'il fut arrêté en 1768, plusieurs centaines de régulateurs campèrent à l'extérieur de la ville, avec un esprit d'enthousiasme, comme Herman le décrivit, pour s'assurer de sa libération. L'agressivité des régulateurs continua de croître au cours des années suivantes. En septembre 1770, ils prirent d'assaut le tribunal du comté, enlevèrent et battirent Edmund Fanning et détruisirent littéralement sa maison à main nue. Et cette fois, Herman était là. Son esprit et ses mots avaient fait naître une armée, et celle-ci était sur le point de partir en guerre. En 1771, le gouverneur Tryon décida qu'il en avait assez. En mars, un grand jury à New Bern, la capitale coloniale, inculpa Herman et 60 autres régulateurs pour l'émeute de septembre. 2 mois plus tard, Tryon rassembla une force de 1000 miliciens et commença à marcher vers l'ouest, en direction de l'arrière-pays. Contre son meilleur jugement, Herman chevaucha vers l'est avec 2000 régulateurs pour les rencontrer. Les deux armées s'affrontèrent et des négociateurs des régulateurs tentèrent d'engager des pourparlers de paix le matin du 16 mai. Lorsque le gouverneur Tryon arrêta un négociateur et donna aux régulateurs 1 heure pour se disperser, Herman réalisa rapidement que la bataille était inévitable. Quelques heures plus tard, la bataille d'Alamance prit fin. Le mouvement des régulateurs était brisé, et Herman Husband était un fugitif. Mais il ne faudrait pas longtemps avant que son esprit de croisade ne le transforme à nouveau en une épine dans le pied du gouvernement. Herman fuit la Caroline du Nord pour la Pennsylvanie, sous le pseudonyme très subtil de Tuskegee Death, échappe à la mort. Mais il parvint en Pennsylvanie et acheta des terres sous le nom de Monsieur Death, sans que personne ne pose de questions. Attribuons cela à son fameux esprit. En 1775, Herman avait retrouvé sa richesse et son nom.
et la bataille pour une juste représentation qu'il avait contribué à lancer en Caroline du Nord était désormais une guerre révolutionnaire nationale. Le grand Herm laissait toujours cet esprit bouillonner. Il fut accusé de troubles à l'ordre public après s'être rallié contre le gouvernement britannique en 1775, et il affirma que le nouveau gouvernement américain devait donner du pouvoir aux travailleurs. Lorsque la nouvelle constitution américaine fut présentée au public, Herman s'y opposa catégoriquement. Il plaida en faveur d'un gouvernement local et de lois qui pourraient sembler familières. Des impôts sur le revenu pour les riches, la promotion publique des arts et des sciences, des règles contre le népotisme, des lois anti-esclavagistes, la paix avec les peuples autochtones et le partage des bénéfices pour les travailleurs. Et bien sûr, Herman reçut le traitement habituel pour avoir promu ses politiques favorables aux travailleurs. Il fut qualifié de radical. Au même moment, la véritable et radicale Révolution française éclatait de l'autre côté de l'Atlantique. Les opposants d'Herman l'accusèrent d'être un sympathisant parce qu'il appréciait les résultats orientés vers le peuple que les Français avaient obtenus. Ses opinions franches allaient bientôt le mettre en porte-à-faux avec les pères fondateurs eux-mêmes. Alexander Hamilton convainquit le Congrès d'adopter des lois fiscales en 1791 qu'Herman jugeait cibler injustement les travailleurs de l'Ouest des colonies. La taxe sur les spiritueux distillés, et non pas les spiritueux au sens religieux, affectait plus sévèrement les habitants de l'Ouest qui produisaient ces boissons et fut connue sous le nom de whisky tax, taxe sur le whisky. De nombreux Pennsylvaniens de l'Ouest s'opposèrent à cette taxe et s'organisèrent contre elle. Et tout comme la rébellion des régulateurs avant elle, les protestations inaudibles se transformèrent en résistance violente. En 1794, 600 hommes armés encerclèrent la maison d'un percepteur d'impôts haï et exigèrent qu'il démissionne de son poste. Lorsque la situation devint violente et qu'un chef rebelle populaire fut tué, environ 7000 hommes se rassemblèrent, avec l'intention de former leur propre gouvernement. Mais Herman les arrêta. Il les avertit du danger de menacer le jeune gouvernement fédéral et les encouragea à combattre la taxe sur le whisky, oui, mais à le faire par les voies légales appropriées. Peut-être en raison de ses expériences en tant que régulateur, les paroles d'Herman eurent un impact, mais il était trop tard. Le président George Washington mobilisa plus de 10 000 miliciens et les fit marcher vers l'ouest de la Pennsylvanie pour réprimer la rébellion. Et malheureusement pour Herman, son alter ego Tuskegee Death ne fit pas une nouvelle apparition. Il fut arrêté avec 150 autres hommes en octobre. Après avoir passé 6 mois dans une prison de Philadelphie, Herman fut jugé pour sédition. Heureusement, des témoins attestèrent qu'il avait toujours prôné la paix, et il fut acquitté en mai 1795. Mais son séjour en prison avait eu raison de son corps vieillissant. Il mourut de pneumonie dans une taverne de Philadelphie le 18 juin 1795. Herman Husband fut une énigme. Bien que pacifiste dans l'âme, son esprit ardent et sa passion pour la justice l'entraînèrent dans des soulèvements violents contre les gouvernements britanniques et américains. Bien que défenseur des droits de l'homme ordinaire, il ne parvint pas à envisager une place pour les personnes non blanches ou les femmes dans sa société idéale. Alors, que pouvons-nous apprendre d'un homme aux si nombreuses contradictions? Eh bien, croyez-le ou non, Herman nous a laissé une suggestion. Dans un pamphlet de 1770, il confia aux générations futures qu'il existe des sentiments de justice si naturels qu'ils frappent chaque homme de la même manière. La définition de la justice s'est élargie depuis l'époque d'Herman, mais il savait que sa quête demeurerait toujours la même. Pensez-vous que la quête de justice d'Herman a été couronnée de succès? Dites-le nous dans les commentaires.